On va commencer. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important et très vaste. On va parler d'une discipline clé du cloud computing. On va parler de l'observabilité des services et des applications qui tournent dans le cloud. Bien évidemment, on va parler du cloud Azure. Ce terme observabilité est souvent utilisé comme synonyme du monitoring. Mais sachant que le monitoring n'est qu'une sous-catégorie de l'observabilité, c'est-à-dire quand on dit monitoring ou surveillance, donc on parle de la surveillance des performances des systèmes observables. Donc la question qu'on va se poser, à laquelle nous allons répondre durant cette session, c'est comment surveiller le comportement de ces systèmes dynamiques et tirer davantage parti du cloud pour réagir aux différents événements qui peuvent se produire à l'instant T au niveau de notre infrastructure et au niveau de nos applications qui tournent par exemple sur des clusters Kubernetes. Ça va être l'objet de ma présentation, donc la surveillance des applications de bout en bout avec un service manager qui s'appelle Azure Application Insights. Est-ce que vous connaissez le service? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Non. Ok, très bien. Alors, moi, c'est Hassan Kasdi, je suis développeur Java. J'interviens aussi chez mes clients sur des problématiques d'infra et DevOps sur le cloud Azure. Actuellement, je suis en mission chez la Société Générale, là où j'ai implémenté cette solution de monitoring qu'on va voir aujourd'hui. Je viens d'une boîte qui s'appelle la Camp du Lion Vert. Les collaborateurs de la Camp, on les appelle les alchimistes. Pourquoi les alchimistes? Parce qu'on est très adepte des bonnes pratiques de développement et du craft en général. On est une communauté très sympa. On favorise les échanges. On passe pas mal de temps ensemble pour travailler sur des sujets intéressants et d'actualité. Pour commencer, nous allons essayer de répondre à 3 objectifs principaux. On va comprendre c'est quoi Azure Application Insights et pourquoi on aura besoin dans quelques situations, notamment pour tout ce qui est monitoring. Et à la fin, on verra un use case d'implémentation sur l'écosystème Java. On va commencer sans trop tarder par la première question. Comment peut-on définir Azure Application Insights? Alors, Azure Application Insights, c'est une fonctionnalité d'Azure Monitor qui fournit une gestion extensive des performances des applications et la surveillance en temps réel des services et des applications qui tournent dans le cloud. Et Azure Monitor, c'est la plateforme qui permet la centralisation de la surveillance des services Azure. Elle offre une solution complète pour collecter, analyser, exploiter les données de télémétrie de vos différents environnements, soit cloud ou bien en prémisse. Donc, la fonctionnalité Application Insights permet de surveiller le comportement des applications, détecter et diagnostiquer les problèmes de performance. On peut voir quelques cas d'usage. Si on parle de tout ce qui est front-end, on peut surveiller le comportement de l'utilisateur. On peut voir comment il navigue au niveau de notre application web pour prendre des décisions par rapport à son comportement afin de probablement d'améliorer le design de notre application pour trouver une approche plus adaptée qui répond
qui répond aux besoins, qui simplifie l'expérience utilisateur. On peut aussi utiliser Application Insights pour détecter tout ce qui est anomalie de performance. Donc, on peut voir quels sont les composants qui ralentissent notre application. On peut également inspecter les logs, les traces de nos applications. On peut visualiser aussi la topologie complète sur plusieurs niveaux de notre application, c'est-à-dire on peut voir tous les composants, les microservices qui ont participé aux différentes transactions afin d'avoir en fait une sorte de cartographie, de carte des différents composants pour comprendre les interactions entre ces différents microservices et composants. On peut également inspecter les failures, les échecs, et voir la stack trace des exceptions. On peut analyser aussi le temps de réponse et voir le taux d'échec. Et je vais commencer par la première fonctionnalité, User Flows. Ce que vous voyez ici, c'est 3 sessions ouvertes du même utilisateur sur une application web. On peut retracer son comportement, ses actions, voir les pages visitées, etc. Je pense que c'est une fonctionnalité importante si on veut tirer des conclusions à partir du comportement de l'utilisateur, comment il navigue, etc. Et ça peut nous aider aussi à répondre à quelques questions. Par exemple, qu'est-ce qui pousse les utilisateurs à quitter une page de votre site web? Sur quel contenu une page de votre site les utilisateurs cliquent-ils? Sur quelle, par exemple, page de votre site les utilisateurs finissent le plus souvent par partir? Et est-ce que aussi, par exemple, votre site comporte des pages où les utilisateurs répètent continuellement la même action? Donc ça peut nous aider en fait à répondre à toutes ces questions. Et également, imaginons on n'a pas constaté un problème au niveau d'un environnement de développement et d'homologation, sachant que nous, on a développé une nouvelle fonctionnalité, un écran pour servir les utilisateurs. Et au niveau en fait de ce qu'on voit à l'écran, il sera un nœud isolé sur lequel aucun utilisateur n'a réussi à y accéder. Donc typiquement sur ce genre de cas, on peut le constater en consultant le user flow. On peut aussi détecter tout ce qui est problème de performance. Si on regarde ça d'un point de vue serveur, on voit bien les 3 principaux endpoints que vous voyez ici, /v2 upload, /v1 tweets et un autre endpoint qui va simuler un cas d'erreur dans mon cas. Donc c'est pour l'exemple d'aujourd'hui. Donc on peut voir ces 3 principaux endpoints ainsi que le temps de réponse moyen. Donc on peut identifier également les opérations lentes d'un point de vue navigateur web aussi. Cela peut vous aider à identifier les améliorations potentielles des composants web et même identifier les problèmes avec différents navigateurs ou bien en placement. Alors, la fonctionnalité Transaction Search, c'est la fonctionnalité qui centralise tous les logs, tous les événements, toutes les dépendances, les métriques capturées depuis votre application. À partir d'un log ou une trace, on peut tout simplement reconstruire toute l'histoire qui a appelé notre composant, avec quels paramètres, etc. Donc on peut
identifier également les différents composants qui ont participé à cette transaction en cliquant tout simplement sur, par exemple ici, sur Request. Si on clique, on sera redirigé vers une autre vue pour avoir toutes les informations de tous les composants qui ont participé à cette transaction. C'est exactement ce qu'on voit sur cet écran, un transaction overview. C'est vraiment le détail complet de toute la transaction sur tous les donc on peut voir tous les composants qui ont participé à cet échange pour récupérer une réponse. Donc, donc cette fonctionnalité elle réconcilie les différentes informations de tous les composants microservices qui ont participé, comme je vous ai expliqué, à la transaction. Voici un exemple. Donc, imaginons en fait un client qui appelle un premier microservice qui a donc ce premier microservice, il aura besoin de faire un appel pour aller récupérer cette information. Donc l'information, elle se trouvera sur imaginons un endpoint au niveau du deuxième microservice. Et le deuxième microservice, il va aller récupérer un document éventuellement sur un stockage Azure. Donc tout ça, tout ce cycle-là, on peut le voir au niveau de la vue transaction end-to-end, donc la transaction de bout en bout. Donc on peut voir la partie qui trace tous les logs, les événements et les métriques du premier échange avec le premier microservice, sachant qu'il faut activer Application Insights sur chaque microservice pour pouvoir récupérer les informations et les événements qui se produisent sur chaque composant. Et pareil, sur le deuxième microservice, on va pouvoir retracer toutes les informations, les logs et les événements qu'on a pu capturer. Ensuite, ce qu'on a vu précédemment, c'est un use case, un cas nominal plutôt, et là c'est un cas d'échec. Donc c'est dans le cas où on a eu une exception. On peut cliquer sur la télémétrie et derrière on verra le détail de cette exception. On peut voir aussi la stack trace pour récupérer précisément la classe là où cette exception s'est produite. Et voilà, donc on peut voir le message d'erreur, etc. C'est très très pratique si on veut pas aller en fait tout simplement se connecter au pod afin de récupérer les logs depuis le container. C'est comme un fastidieux, donc là Application Insights nous fournit un moyen très très simple pour voir cette stack trace. Voilà, donc pour trouver le bon enchaînement et anticiper les remontées des utilisateurs finaux suite à une erreur ou une exception, on peut activer des notifications. Donc c'est des alertes. Alors comment ça marche? On doit faire deux actions. Donc la première, c'est ce qu'on appelle l'activation d'un action group. C'est un groupe de notifications. Et derrière, l'action qu'on va enclencher, ça va être un mail ou bien un SMS, un voice, trigger un logic app ou bien un webhook. Donc tout ça, il y a moyen en fait de l'activer sur Application Insights. Donc c'est l'activation des alertes. Et derrière, donc ce que vous voyez sur la partie, cette partie-là, Search Query. Donc vous pouvez tout simplement lancer ce qu'on appelle Costo Query Language. C'est une requête qui va appeler les requêtes, les logs qu'on a pu capturer et qu'on a stocké dans ce qu'on appelle un log analytics
Donc, ce que j'ai mis au niveau de cette requête, c'est donc je vais essayer de récupérer tous les endpoints qui ont la chaîne de caractères /v1 /, et derrière je regarde seulement les requêtes qui sont en échec, donc success contains false. Ensuite je regarde le code HTTP retourné. Il faut que ça soit entre 400 et 600 dans mon cas, donc vous pouvez tout simplement mettre par exemple 503 si vous voulez récupérer juste 503, ou bien 404 ou autre chose. Et derrière, je calcule le nombre de requêtes, d'échecs, d'exceptions, d'erreurs que j'ai capturé. Si il est supérieur à 0, à ce moment-là, j'active l'envoi du mail, de l'alerte. Et derrière, donc, si vous avez mis en fait une mailing list, toute l'équipe elle va devoir recevoir en fait cette notification. Vous pouvez faire la même chose avec des SMS, des Logic Apps, pour lancer aussi un webhook. Donc, vous pouvez tout simplement envoyer une notification sur un channel Teams, sur Slack, etc. Ensuite, on peut voir aussi la topologie complète des applications sur plusieurs niveaux. Donc, c'est quand vous arrivez sur cette page pour la première fois, et il va y avoir un mécanisme qui va s'enclencher pour envoyer tout simplement des requêtes et lancer ce qu'on appelle la progressive discovery des composants. C'est quoi exactement? Cette fonctionnalité, elle va essayer de récupérer tous les services, tous les composants microservices qui ont participé à toutes les transactions. Et derrière, on aura en fait cette cartographie de toute l'architecture avec les dépendances externes, potentiellement des providers aussi. Là, dans mon cas, c'est un serveur de mock et open source. Et on a aussi comme dépendance un stockage Azure. Voilà. Et ensuite, là, on va voir la fonctionnalité la plus adorée des product owners. Donc, toutes les fonctionnalités qu'on a vues jusqu'à présent, on peut les représenter sur une seule page web et publier ce dashboard. Ensuite, cette page, vous pouvez la partager avec d'autres équipes. Vous pouvez aussi donc mettre ce dashboard sur un écran à l'entrée de l'open space pour afficher toutes les bêtises des développeurs. Alors là, on va voir comment implémenter cette solution Application Insight sur un vrai use case. Mais avant d'entamer cette partie, je ne sais pas si vous avez des questions ou c'est bon, on peut continuer. Ouais. Alors, je vais commencer par l'historique d'Application Insight, c'est des releases. Alors, cette solution de monitoring est introduite en 2015 par une première release qui supporte seulement le SDK.NET. Bon, c'est comme ça, c'est du Microsoft. Ensuite, donc, nous avons attendu 3 ans jusqu'à 2018 pour avoir la première version stable du SDK pour l'écosystème Java et Node.js, notamment. Donc, si on parle de la partie Java, donc, cette solution du SDK 2.0 qui a été introduite en 2018, donc on a commencé à l'implémenter en rajoutant une configuration des librairies importées au niveau du code, des classes à appeler pour tracer et envoyer les différents événements qui se produisent au niveau de notre application. Donc,
on a une sorte de couplage très fort avec cette librairie. Notamment ce que vous voyez ici, sur la première capture des dépendances, donc le POM XML, on aura besoin de rajouter une dépendance qui va récupérer toutes les librairies, les clients qui vont nous permettre d'envoyer les alertes, les traces, les événements Application Insights. La deuxième dépendance, c'est pour capturer les logs via un appender que vous voyez dans logback.xml en bas. Donc, on va aller récupérer un appender qui a été développé par Microsoft pour envoyer ces logs à Application Insights. Donc, ensuite, au niveau de service class, donc on récupère le client, on appelle quelques méthodes comme tout ce qui est tracing d'événements, donc c'est track event avec l'événement en question, tout ce qui est trace, pareil, donc les métriques, les différentes métriques aussi. Pareil pour les dépendances, si on a une transaction avec une base de données SQL, donc qu'il s'agissait d'une insertion. Donc ce qu'on va faire, donc on doit préciser le type de la base de données, le type de la requête à lancer, avec le temps d'exécution. Donc tout ça, il faut calculer au préalable. Ensuite, l'envoyer à Application Insights. Et derrière, on aura ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire l'application map, toute cette topologie, afin de définir quelle est la dépendance de notre composant, etc. Donc, on communique avec quoi, etc. Malheureusement, donc, ce que vous voyez ici, c'est donc on a ce couplage fort. Demain, si on décide de supprimer cette librairie de monitoring, on voudrait le remplacer par quelque chose d'autre. Donc, il faut repasser partout dans le code pour supprimer tout ça et éventuellement le remplacer par les nouvelles librairies. Alors, donc, Microsoft, et s'est dit, du coup, il faut qu'on trouve une solution pour résoudre ce problème de couplage. Donc, à partir de novembre 2020, ils ont introduit une solution qui s'appelle l'auto-instrumentation. Donc, ils vont déléguer cette responsabilité à un agent qui va se charger d'envoyer ces métriques à Application Insights. Donc, comment ça marche donc, il se base sur cette technique d'auto-instrumentation. Donc, c'est de l'injection du bytecode au classe Java déjà compilé. Donc, on va voir par la suite comment ça marche cet agent. Donc, c'est à partir de 2020, c'est ce qu'on appelle voilà, donc, la solution codeless, donc sans forcément rajouter du code. Mais on peut toujours utiliser des librairies du SDK 2.0. Il n'y aura aucun problème, ça marchera. Mais la préco de Microsoft, c'est plutôt d'aller vers une autre solution qui délègue cette responsabilité à cet agent qui va se charger de l'envoi des métriques et capturer les événements, le trafic entrant et sortant dans notre application. Aujourd'hui, on est en version 3.2.10. Je pense qu'elle a été release il y a 25 jours. Ah, moi, je pense. Alors, donc là, on va voir un exemple d'implémentation. Et je vais vous montrer les points essentiels pour mettre en place cette solution codeless sur l'écosystème Java. Donc, c'est des microservices qui tournent sur un cluster Kubernetes, AKS, Azure Kubernetes Service. La première chose à faire pour mettre en place cette solution, il faut d'abord qu'on crée cette ressource Application Insights. Donc, on peut le faire via de l'infra as code. Là, j'ai mis en fait une capture d'une création via Terraform. Ou bien on peut le faire aussi directement sur le portail. Ensuite, une fois on a créé cette ressource, on doit récupérer une information très importante, c'est la chaîne de connexion. Donc cette chaîne de connexion qui contiendra l'instrumentation key, elle est unique.
On doit l'utiliser seulement une seule fois au niveau d'un composant. Alors, pour citer cette connection string, il faut soit configurer un fichier applicationinsights.json. À l'intérieur, on mettra la clé connection string avec la valeur qu'on a récupérée depuis le portail ou bien au niveau des outputs de votre infra suite à la création de l'approvisionnement de cette ressource. Ou bien, la deuxième option, c'est de mettre en place une variable d'environnement application insights connection string et la valeur qu'on a pu récupérer aussi. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on aura besoin de ce fichier jar, c'est l'agent en question. Donc, cet agent, tout simplement, on peut le télécharger ou mettre en place un mécanisme au niveau du POM XML ou si vous avez en tête une autre solution aussi, hein, l'essentiel que ça soit au niveau de votre package. Donc, on verra par la suite pourquoi il faut qu'il soit là, présent, pour l'injecter dans l'image. Lorsqu'on va générer cette image qu'on poussera au niveau de notre ACA. Ensuite, le deuxième point, c'est bien évidemment pour activer cette instrumentation, nous allons utiliser l'API d'instrumentation que la JVM nous fournit pour pouvoir injecter du bytecode aux classes Java déjà compilées. Donc là, concrètement, on va pointer la JVM sur ce fichier Java, sur cet agent. Donc, ça va se faire via ce qu'on appelle le static load. Il sera donc on va charger les classes de l'agent avant même le lancement de notre application. Vous connaissez tous cette méthode qui va bootstrapper votre application, qui va lancer l'application, c'est public static void main. Il y a une autre méthode pre-main qui va se lancer avant le lancement de votre application. Donc ça, cette méthode, on va la mettre au niveau du projet de l'agent, soi-disant. Donc aujourd'hui, si vous regardez au niveau du fichier jar de l'agent, Application Insights, vous verrez que la méthode qui va s'enclencher en premier, l'entry set, c'est le pre-main qui va lancer toute cette instrumentation derrière pour activer tous les advices, pour dire ok, si tu vois qu'on n'a pas logback, tout ce qui est librairie logback, etc. Donc il faut capturer tout ce qui est OK HTTP, etc. Donc il faut capturer les appels HTTP pour calculer le temps de réponse, etc. Donc tout ça, vous allez le voir au niveau du code source de l'agent. Ensuite, comment on va l'activer? Comment on va pointer notre JVM sur cet agent? On va rajouter juste une option au niveau de la JVM. Cette option, c'est -Java Agent avec l'emplacement. Donc la valeur, c'est avec l'emplacement de cet agent. L'endroit où se trouve cet agent au niveau de l'image, bien du container. Comment ça peut se faire? Soit vous pouvez utiliser un Dockerfile. Donc vous avez le choix. Hein. Moi, donc là, ce que je vous propose ici, c'est une gestion à travers un plugin de Google qui s'appelle Jib. Qu'est-ce qu'il fait ce plugin Jib? Il va générer des images OCI, Open Container Initiative Compliant. Donc, c'est des images qui peuvent tourner sur un Docker, sur un Podman, sur un Containerd ou un autre système de containerisation. C'est ça, en fait, la puissance de cet outil. Et aussi, on n'a pas forcément besoin d'avoir cette connaissance de Docker et comment je vais designer mon Dockerfile, etc. Donc, je n'ai même pas besoin en fait, d'installer Docker sur ma machine. Donc,
une fois qu'on a généré cette image, elle sera poussée directement au niveau de l'ACR. Elle sera poussée au niveau de l'ACR. Et à partir de là, donc si on a mis une description des composants Kubernetes, on va pouvoir pouler cette image et la lancer. Très bien. Ensuite, donc la partie la plus importante et sur laquelle j'aimerais bien mettre l'accent, c'est container JVM flags, JVM flag. C'est là où on va mettre cette option à la JVM pour lui dire, OK, l'agent, je vais mettre la clé -java agent. Ensuite, l'agent, il se trouve dans un endroit agent / application insights de l'agent.jar. Et au lancement, donc la JVM, ce qui se passera, si classe donc ce bytecode de l'agence seront du coup injectés aux classes Java déjà compilées de mon application. Alors, par contre, là, il y a une petite problématique. Comment je vais copier cet agent où est-ce que je vais le récupérer? On l'a expliqué. Donc, on peut le récupérer depuis, on peut le télécharger et le mettre au niveau de notre projet. Donc, ici, vous voyez, je vais vous montrer en fait un exemple. J'ai un projet Java, Spring Boot. Donc, pour répondre à cette question, comment je vais copier l'agent Application Insights? Au niveau de la documentation du plugin Jib, ils disent tout ce que vous mettez dans src main Jib, il sera copié au niveau de l'image. Donc, il gardera la même structure, c'est-à-dire, si je mets au niveau de mon fichier, dans mon dossier Jib, un répertoire agent, et à l'intérieur, je mettrai applicationinsights.json, c'est le fichier qu'on a vu tout à l'heure pour mettre la clé d'instrumentation, c'est-à-dire la connection string. Ensuite, je mettrai aussi l'agent, le .jar. Donc, quand je lance mon plugin via un Maven compile de .jib avec les clés d'authentification, etc. On passe. Derrière, si vous regardez en fait les logs, vous verrez qu'il y a vraiment en fait, il a copié au niveau d'un stage ce fichier jar, tout ce que se trouve dans le répertoire Jib au niveau de l'image. Donc là, j'ai accédé en fait à un container que j'ai déployé et sur lequel j'ai activé Application Insights. Vous voyez qu'il y a un fichier agent, un dossier agent. J'ai listé ce qui se trouve dans ce répertoire. On voit bien le fichier jar qui a été copié. Je vois aussi le fichier JSON et un autre fichier pour inspecter les logs de l'agent pour voir est-ce que l'agent a été lancé correctement ou pas. Donc c'est très bien. C'est tout ce qu'on a à faire pour activer Application Insights. Bien sûr, il y a d'autres options avancées. Si on veut filtrer le trafic, si on veut exclure certains endpoints, parce qu'en fait c'est cher, donc on paye par gestion, donc il faut vraiment envoyer que l'essentiel Application Insights. Donc tout ça, cette configuration, c'est ce qu'on appelle le sampling. On peut le mettre au niveau de Application Insights.json. On peut dire, OK, tout ce qui est actuateur de tout ce qui est health check, tout ce qui est récupération du statut, parce que n'oublie pas que ça tombe au niveau d'un cluster Kubernetes, ça veut dire le composant cube, donc le composant principal et le requête pour voir si mes containers sont vivants, sinon il va les tuer, etc. Donc tout ça, ça génère des logs. Et derrière, ils seront capturés et tout ça, donc on paiera plus. Donc il faut réduire toute cette charge. Donc pour faire ça, on peut utiliser ce qu'on appelle le sampling. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans applicationinsights.json. Super. Très bien, donc c'est tout ce qu'on a à faire. Là, on va passer à la démonstration. Du coup, on va voir exactement ce qu'on va implémenter au niveau de cette démonstration. Donc l'architecture, elle va être très simple. Hein. J'ai activé Application Insights sur ces deux microservices. Donc le premier microservice,
qui va capturer des requêtes pour appeler un deuxième microservice pour récupérer, voilà, au niveau d'un provider externe. C'est un serveur de mock, il va me retourner des tweets. Ensuite, un deuxième use case pour uploader des documents et les déposer sur le stockage Azure. Bon, le premier microservice, il sera exposé sur Internet. Le deuxième microservice, il sera interne. Donc, je vais pas, donc là, je vais pas l'exposer sur Internet. Donc, c'est juste un service que je vais du coup appeler à partir du premier microservice. Donc, on verra tout ça concrètement à quoi ça ressemble. Allez, on va commencer la démonstration. Ah, très bien. Vérifier si j'avais créé l'infrastructure. Alors, je vais aller dans mes ressources. Donc c'est une infra que j'ai provisionné à partir d'un fichier Terraform. J'ai créé un cluster Kubernetes, un log analytics qui a été créé à partir du fichier Terraform. Pareil pour App Insights. Et un stockage Azure. Pour le moment, j'ai pas créé en fait une deuxième application insights qui va surveiller le deuxième microservice qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je vais récupérer l'adresse IP publique pour pouvoir accéder au premier microservice que j'ai exposé sur Internet. Je vais juste en revenir sur mon IntelliJ. Ok, CTL, get services. Ok, nickel. Donc ça c'est l'adresse IP publique. Ton support 90, très bien. Ensuite, je vais accéder au Swagger. Le Swagger, on va trouver. Donc c'est ça ce que j'ai exposé. Et là, on voit bien les trois endpoints. Le premier qui va ce premier endpoint, il va nous permettre d'uploader des documents et les stocker sur le stockage Azure. Le deuxième, c'est pour récupérer des tweets. Et pour faire ça, on aura besoin en fait de déployer le deuxième microservice, mais pour le moment on l'a pas fait. Donc d'ailleurs, si on regarde au niveau des pods qui tournent actuellement, pardon, c'est kubectl get pods. Et là, je vois qu'un seul pod pour le moment. Donc ça, on va le faire plus tard. Mais pour le moment, je vais juste utiliser le premier endpoint qui a été exposé par ce premier microservice qui va nous permettre d'uploader un document et le stocker sur le stockage, sur le storage Azure. Alors, si on regarde ce qu'on a au niveau du stockage Azure, est-ce que j'ai déjà uploadé des documents? Ça, c'est le container sur lequel on va mettre les documents. Ok, allez, on va commencer par le premier test. Ah oui, ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau de Application Insights. Ça, c'est la ressource qui surveille mon service qu'on voit ici. Donc, c'est le microservice d'upload des documents qui expose en fait ces trois endpoints. Est-ce que j'ai du trafic durant les 30 dernières minutes? Donc là, pour le moment, bon, j'ai quelque chose, mais en fait, je suis sûr qu'il est lié à l'ouverture, à tout ce que j'ai pu capturer lors de l'ouverture du Swagger. Donc là, je vais essayer d'uploader le document. Je vais prendre quelque chose. Allez, je vais prendre celui-là. Tac. Ça pour PNG. Execute. Très bien. Donc j'ai réussi à l'uploader sur le stockage Azure. Est-ce que c'est le cas ou pas? On va vérifier au niveau du stockage. Celui-là. Au niveau du container.
Voilà, très bien. Donc il est là. Ensuite, si je vais vérifier au niveau de App Insights, est-ce qu'on peut récupérer cette transaction? On va aller sur Transaction Search. On va juste regarder les 30 dernières minutes. Apply. Tac, là, il va récupérer toutes les transactions qu'on a lancées sur les 30 dernières minutes. Donc, on voit bien en fait l'upload, l'endpoint upload qui a été appelé. Avec une trace qui dit que, donc ça c'est l'initialisation de OpenAPI, donc c'est le Swagger. Ça va prendre quelques temps pour ingérer toutes ces données-là, toutes ces données, les différents événements, les logs, les traces de notre application. Alors, si je refresh, est-ce que je vais pouvoir récupérer quelque chose? Très bien. Donc là, on voit bien les autres requêtes. Pareil, donc il y a aussi les requêtes qui sont liées au Swagger. Donc tout à l'heure, on a dit que ça serait bien de les exclure. Donc ça, typiquement, c'est un des endpoints qu'il faut exclure. Hein. Mais pour le moment, bon, je ne l'ai pas fait au niveau de applicationinsights.json, mais c'est quelque chose qu'on pourrait effectivement mettre au niveau de ce fichier-là. Très bien. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'appel HTTP d'upload. Là, on va pouvoir tracer la transaction de bout en bout. Super. Donc c'est la transaction end-to-end. Je vais prendre en fait cet identifiant. Est-ce que... Donc pour le moment, je ne vois pas encore le stockage Azure. Mais si je peux revenir juste sur la partie Application Map, est-ce que je vais pouvoir récupérer cette transaction avec... Oui, effectivement. Donc pour le moment, j'ai déjà une partie de mon infrastructure. Donc l'appel du premier microservice vers le second microservice. Je vais juste vous montrer en fait cette partie là au niveau de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc en fait c'est l'appel entre donc à partir du Swagger, donc entre le premier microservice et le stockage Azure. Maintenant on va essayer d'initialiser cette deuxième partie. Donc cette deuxième partie là, on va essayer de provisionner une ressource Azure App Insights. On va pousser une image en injectant la connection string au niveau de la configuration et pousser cette image sur la CA pour qu'on puisse la récupérer à partir du cluster Kubernetes. Et ça, c'est un service qui sera lancé seulement en interne, donc il ne sera pas exposé sur Internet par contre. Allez, on va faire ça. D'abord, donc on a dit qu'il faut créer une ressource Application Insights. On rajoute une ressource Application Insights. Je vais partir donc je vais utiliser quasiment le même nom de la ressource. Je vais juste rajouter. Alors, c'est toujours le même ressource groupe. Très bien. Ok, donc là, je vais partir sur France Centre. Très bien. Je vais utiliser le workspace qui a été créé précédemment. Donc, on va utiliser le même workspace que la première Application Insights. Ok. Ensuite, je vais pouvoir créer cette ressource en cliquant sur Create, Review and Create. Ça va prendre quelques secondes, c'est très très rapide. Voilà. Très bien. Allez, maintenant en fait, comme on a vu tout à l'heure, il faut qu'on récupère cette information connection string et l'utiliser sur le deuxième microservice qu'on va surveiller, c'est-à-dire sur celui-là. Pour le moment, j'ai un fichier de déploiement qui va me permettre de déployer en fait l'image qu'on va pousser à l'instant. Allez, donc là, je vais juste revenir sur mon projet. Super. On va aller au niveau du fichier applicationinsights.json. Je vais renseigner cette chaîne de connexion qui est ici. Super. Tac. Ensuite, on va lancer un Maven compile jib build pour pousser en fait cette image sur le stockage ACR, sur l'Azure Container Registry. Pardon. Voilà. Donc là,
il va packager la solution, mettant il va bien sûr copier, comme on a dit tout à l'heure, ce répertoire agent au niveau de l'image. Ok, donc là normalement c'est très bien. Voilà, donc au niveau de l'entrée 7, on voit bien l'argument qu'on a passé à la JVM. Moi j'avais agent et l'emplacement de l'agent au niveau de l'image. Donc ça on le retrouvera tout à l'heure quand on va se connecter au container. Voilà, donc ça c'est fait, super, on a poussé l'image sur l'ACA. Maintenant, on va lancer juste le... tac, très bien. Je vais créer le application, donc je vais lancer le déploiement d'un pod. Très bien. Voilà, donc ça, il s'est lancé, super. C'est ça le déploiement que j'ai lancé. Donc c'est JSON App Deployment. Maintenant, si j'accède à ce container via une commande kubectl exec avec le nom du voilà. Est-ce que je vais pouvoir... Voilà, très bien. Donc je vois bien le répertoire de l'agent qui a été copié au niveau du container. Maintenant, si je liste ce qu'on a au niveau de cet agent, très bien, je vois bien le fichier jar, le fichier JSON, là on a mis la chaîne de connexion, et le fichier de log. Et là, on va vérifier est-ce que on a bien lancé l'agent, est-ce que l'agent il a été lancé correctement ou pas. Tout simplement, je vais faire un cat sur ce fichier là. Très bien, donc l'agent Java Agent, sa version started successfully, super. Maintenant on va pouvoir appeler le deuxième endpoint à partir du premier. Donc c'est ce qu'on a vu ici. À partir de ce premier microservice, on va appeler ce deuxième microservice pour aller récupérer quelques informations depuis ce provider externe. Très bien, allez, on va lancer un exemple. Donc c'est pas celui-là, c'est les tweets. Try it out, je vais aller récupérer 55 tweets. Génial. Donc là on a récupéré 55, je vais essayer de récupérer juste 5. Donc c'est plus rapide, hein. Voilà, donc on voit bien les 5 tweets, super. Si je reviens sur le premier App Insight, très bien. Là, on peut voir sur les 30 dernières minutes, est-ce que on peut récupérer les appels du dernier endpoint? Oui, effectivement. Donc ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est le call pour récupérer 5 tweets. Si on descend un petit peu en bas, là, on voit bien l'appel pour récupérer 55 tweets. Très bien. Ensuite, à partir de là, si je clique sur View All Télémétrie, je vais devoir récupérer les informations du premier microservice et du second. Très bien. Ok, donc là on voit bien qu'on a appelé cet endpoint et derrière il y a un appel vers le JSON Server Service. Donc ça c'est résolution DNS. Donc ça c'est le nom du domaine que j'utilise pour appeler le deuxième microservice. Très bien. Regardez au niveau de Application Map, est-ce que on va pouvoir mettre à jour la topologie? Oui, effectivement, donc le bouton Update Map Components est de nouveau activé, donc on peut cliquer pour mettre à jour la cartographie de notre application. Donc effectivement là on voit l'appel au niveau du microservice, du premier microservice, et donc qui appellera en fait le deuxième pour aller récupérer des données au niveau du serveur de mock.
JSON. Donc là, ce qui manque, c'est la dépendance avec le stockage Azure. On va essayer de la rajouter. Je vais effectuer quelques requêtes, donc quelques uploads de documents. Alors là, je vais sélectionner juste un document. Donc je vais essayer de récupérer, donc d'uploader ce document. Conseil PNG, execute. Et est-ce que on va pouvoir le visualiser ou pas? Wesh. Voilà, donc là on voit la dépendance avec le stockage Azure. Donc là on va essayer de mettre à jour la topologie. Très bien, donc là on voit bien l'architecture qu'on a essayé de superviser, de monitorer. Il y a un autre endpoint pour simuler un cas d'erreur, pour voir vraiment ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la stack trace. Donc c'est un cas d'erreur en fait qui simule une conversion d'une chaîne de caractères en integer. Donc ça ne marchera pas en Java, il y aura une number format exception, très bien. Est-ce que... Ok, c'est une erreur 500. Je vais pouvoir la récupérer au niveau des failures. On peut aller voir la stack trace. Voilà, donc c'est une simulation d'une exception sur le premier microservice. Et là, on peut voir la stack trace, on peut voir en détail la cause de cette erreur. On a essayé de convertir la chaîne de caractères SumString à un entier. Effectivement, ça ne marchera pas. C'est très bien. Donc ensuite, on aura d'autres fonctionnalités. Comme les performances qu'on a vu tout à l'heure. Donc on peut voir en fait le temps moyen, le temps de réponse moyen. Oui, effectivement. Donc on peut voir aussi le dashboard. On peut le custom. Pardon, je vais juste revenir. Ah, très bien. Il y a moyen de lancer, d'activer l'auto-refresh. Donc on peut le rafraîchir chaque 5 minutes. Et voilà, donc ça on peut le projeter sur un écran qui sera visible par les équipes de développement pour suivre en temps réel ce qui se passe au niveau de nos applications qu'on a déployées sur l'infrastructure. Voilà, bah merci. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code pour me laisser quelques commentaires ou votre feedback aussi. Voilà, donc vous trouvez le code source sur mon Git personnel. N'hésitez pas à aller télécharger les sources. Vous pouvez aussi ouvrir des issues pour me poser des questions si vous avez des suggestions, donc n'hésitez pas. Vous avez aussi mon Twitter. Très bien, bah écoutez,